vous vous rendez compte que vous êtes diabétique? C'est revenu. Et là, ça a été la catastrophe. J'ai été rapatriée d'urgence, j'étais dans le coma. Après, pour ma mère, ça a été terrible. Mais ce qu'il faut savoir sur ma famille, c'est que je ne pouvais plus manger des barquettes à la fraise à la récréation. Ça m'a beaucoup. Le truc qui fait que, ah non, zut, mince alors. Enfin, moi, je regrette vraiment pas. Ça m'apporte tellement de joie et puis une certaine fierté aussi de se dire, bah, j'ai choisi. Le diabète, c'est pas la fin d'une vie. Bienvenue à toi dans ce second épisode de la glycémie, ton émission qui impacte, guide et transforme ta vision de la pathologie. À chaque émission, je recevrai des acteurs majeurs du milieu du diabète. Donc si ça t'intéresse, allez, let's go! Eh bien, bonjour à tous, bonjour, bonjour. On se retrouve pour un nouvel épisode de la glycémie. C'est déjà le troisième épisode et aujourd'hui, je reçois une invitée un petit peu particulière. Merci à elle d'avoir répondu présente. Gisèle, bonjour. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Comment tu vas, Gisèle, depuis il y a une minute à peu près? Ça, je me sens toujours bien, merci. Ok, Gisèle, c'est un plaisir de te recevoir et de partager avec nous des choses que vous allez voir plutôt intéressantes. Alors, Gisèle, on va commencer, comme d'habitude, par te présenter pour les rares personnes en France qui ne te connaissent pas. Bien sûr, on va dire ça. Donc, moi, c'est Gisèle, hein, enchantée à tous. J'ai 30 ans, je vis entre Aix-en-Provence et Marseille dans un petit village qui s'appelle Roquevert. Et je suis diabétique de type 1 depuis l'âge de 6 ans, donc ça fait 24 ans maintenant. D'accord. Ouais, non, effectivement, ça date. Et donc, t'es diabétique de type 1. Je t'ai contacté dans cette optique un petit peu de nous parler, de nous parler de ton histoire avec le diabète. Parce que tu me dis 6 ans, mais comment tu as appréhendé ça à 6 ans, quoi? Ça s'est passé comment, en fait? Tout a commencé un soir d'octobre. Non, en fait, j'avais 4 ans. Tout a commencé quand j'avais 4 ans, les problèmes ont démarré, mais j'ai été diagnostiquée plus tard. En fait, j'avais une otite de l'oreille gauche. Et c'était la catastrophe. Je faisais infection sur infection et les médecins ne comprenaient pas pourquoi une petite fille de 4 ans était en train de mourir d'une otite. Du coup, au bout d'un moment, quand même, il y en a un qui a eu l'idée de faire une analyse sanguine parce qu'à l'époque, ça se faisait pas systématiquement. Et du coup, évidemment, à l'hôpital, ils ont compris que j'avais beaucoup trop de sucre dans le sang, donc j'ai été hospitalisée une première fois. Et comme beaucoup, j'ai eu une lune de miel, c'est-à-dire que tout à coup, il y a tout qui a disparu. Donc je suis restée sous surveillance, sans diagnostic, puisque tout à coup, il n'y avait plus rien. Et mon papa était militaire, donc du coup, on est parti en Guyane, en Outre-mer. Là, j'ai vécu mes 2 ans de lune de miel sans diabète, c'était merveilleux. Et puis, un jour, c'est revenu. Et là, ça a été la catastrophe. J'ai été rapatriée d'urgence, j'étais dans le coma. Du coup, j'ai été diagnostiquée à Paris, à Robert Debré, dans un super hôpital avec un super service pédiatrie, avec une aire de jeu. C'est la seule chose dont je me souviens, c'est l'heure de jeu. Je connais Du cet coup, hôpital. ça a duré 3 semaines. Alors moi, j'ai l'impression que j'y ai vécu 1 an à cet endroit, mais en redemandant à ma mère, elle m'a confirmé que c'était 3 semaines. Et du coup, on l'a formée parce que moi, j'avais 6 ans, hein, donc je ne pouvais pas faire grand-chose toute seule. Et Ouais. une fois, c'est surtout ma mère qui a géré mon diabète. Et une fois qu'elle a été formée, je suis rentrée chez moi. Et puis, ma vie de diabétique a commencé. Et, ouais, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment particulier pour un enfant. Est-ce que tu as compris tout de suite? Bien sûr, tu n'avais jamais entendu parler de diabète à 6 ans. Bon, tu savais pas ce que c'était. Mais comment tes parents ils te l'ont amené par rapport à tout ce qui était insuline et tout ça? Comment ils te l'ont amené? C'était un peu compliqué à l'époque parce que moi, j'avais pas, comme maintenant, on calcule les glucides, on sait notre sensibilité à l'insuline et du coup, on adapte les doses. À l'époque, on avait un régime alimentaire strict. Donc, moi, ce que j'avais retenu, c'est que je ne pouvais plus manger des barquettes à la fraise à la récréation. Ça m'a beaucoup marqué. Le truc qui fait que, ah non, zut, mince Ah, mais alors. une fois sur deux, je l'avais dans la bouche et là, je m'étais, oh, mais en fait, je suis diabétique, je peux plus. Mais c'est trop tard, je l'ai mangé. Qu'est-ce que je Ah ouais. fais? Donc du coup, et c'était vraiment plus régime alimentaire et en fait, on mangeait la même chose à la même heure avec une routine vraiment très rigoureuse.
Et en fait, c'était des mélanges d'insuline rapide et lente avec des flacons et des seringues qu'on faisait matin et soir. Donc ça, c'est ma mère qui s'en occupait dans un premier temps. Moi, ce que j'avais retenu, c'est que je pouvais plus manger ce que je voulais. Donc du coup, dès que je voyais un biscuit, des fois, je le prenais par réflexe parce que j'avais l'impression que c'était maintenant ou jamais. Et du coup, j'avais pas vraiment compris tout ce qui se passait. Je m'étais arrêtée aux détails pratiques, c'est-à-dire plus de barquettes à la fraise. Ouais, J'étais obligée de manger plus tôt à Noël, et souvent en décalé par rapport à ma famille, c'était pas drôle. tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc, du coup, il n'y a pas eu cette question qu'il peut y avoir parfois chez les personnes adultes d'acceptation quelque part. Tu vois, c'était juste, t'es juste dit, bon, bah, zut, ça, je peux pas. Il n'y a pas eu d'acceptation du diabète enfin. Plus tard, avec la compréhension. Après, pour ma mère, ça a été terrible, mais ce qu'il faut savoir sur ma famille, c'est qu'ils ont vraiment tout fait pour pas que je me sente mal. Et du coup, c'est ma mère qui a géré, parce que c'est ma mère qui, qui gère tout dans la maison. Et elle, ça a été horrible pour elle, évidemment. Elle s'est pris ça en pleine tête. Moi, je suis la petite dernière, donc on est 3 dans ma famille. Et ça a changé toute la dynamique familiale. Plus de Nutella le matin. Ça crie. Et en fait, elle a vraiment pris sur elle. Elle a tout gardé pour elle, de manière à ce que moi, j'ai l'impression d'avoir un environnement sain, que tout allait bien se passer, que c'était pas grave, qu'on allait s'arranger. Et en fait, tout au long de ma vie, mais même dès le début, je n'ai jamais renoncé à rien. C'est-à-dire, je n'ai jamais vécu une situation où je me suis dit, non, je suis diabétique, là, je vais pas pouvoir le faire. Ça n'est jamais arrivé. Et ça, ma mère, elle a toujours trouvé des solutions pour s'arranger, pour que ça fonctionne quand même. Du coup, je sais pas trop comment elle a fait. C'est un peu un super-héros, ma maman, parce que je sais qu'elle a beaucoup souffert. Et à l'époque, il n'y avait pas autant d'associations pour les familles et tout ça. C'était assez solitaire, surtout en Outre-mer. Mais donc, du coup, moi, c'est venu plus tard, quand j'ai commencé avec ma diabétologue, à vraiment comprendre les notions, etc. Et puis surtout avec les colonies de vacances de l'AJD. J'ai fait ma première quand j'avais 7 ou 8 ans. Et là, c'est vraiment là qu'on comprend, parce qu'en fait, le but de ces colonies de vacances, c'est d'apprendre aux enfants à se gérer eux-mêmes et puis à laisser souffler un peu les parents pendant 2 semaines. Ouais, devenir autonome. Et ça, c'était à quel âge que tu es allée en colo? Je crois que ma première, elle devait être à 7 ou 8 ans. J'ai pas la date exacte, mais ça a été assez rapide parce que à un moment donné, il fallait quand même que je sache le faire. Et du coup, je pouvais faire. Alors, les mélanges, j'étais pas très douée, hein, mais avec les bulles, c'était les bulles le problème. mais j'arrivais à le faire. Et puis surtout, à dédramatiser aussi le sport, parce que ma mère, ça va, elle arrivait vraiment à gérer son stress, même s'il était là. Mais il y a certaines familles qui ont vraiment peur de laisser leur enfant faire du sport quand ils sont jeunes et qui peuvent pas être là H24, etc. Et en fait, c'est les colonies de l'AJD pour ça. C'est super parce qu'on fait plein d'activités et du coup, on arrive à retrouver l'insouciance parce qu'il y a tellement de personnel encadrant que finalement, on fait notre sport et on sait qu'on a une équipe derrière. Ça, on y reviendra sur la question du sport un petit peu avec l'âge. Mais moi, dans ce que tu me dis, je me dis quelque chose, c'est qu'un enfant qui apprend, qui est diabétique, en tout cas, les parents qui font paratonnerre quelque part, comme le super boulot qu'a fait ta mère, mais derrière, ce paratonnerre-là, quand tu vas à l'école, comment ça se passe? Comment ça s'est passé le regard des autres, pas forcément toute petite, mais tu vois, à l'adolescence, un moment où tu vois, on cherche un petit peu, tu vois, on est un petit peu là à essayer de trouver son caractère, à affirmer ses positions. Comment ça s'est passé, toi, cette transition pour toi? Alors, quand j'étais vraiment jeune, comme je comprenais pas grand-chose, mes camarades y comprenaient pas grand-chose non plus, donc il n'y avait pas de souci. Sur le niveau de compréhension. Voilà, ils savaient que je pouvais éventuellement me resucrer, ce genre de choses. Comme beaucoup, c'était pas forcément facile, hein. Il y en a qui sont pas vraiment dans l'empathie et ça peut être compliqué. Mais après, en grandissant, moi, j'avais pris l'habitude de faire un exposé de présentation au début. Parce que pour ma famille et moi, du coup, par extension, c'était important que les élèves, c'était pas très grave, mais que le personnel encadrant soit au courant. Donc, du coup, on faisait vraiment une formation avec un exposé. Alors, moi, ça me permettait de briser la glace par rapport à mes petits camarades, mais en fait, en réalité, c'était surtout pour mes professeurs que je faisais ça. Moi, ils étaient à côté, je les regardais pas, mais c'était pour eux, cette présentation. Et donc, du coup, comme c'était dès le début de l'année,
ils étaient tous au courant. Après, j'ai jamais eu de problème. Il n'y a jamais personne qui a essayé de me voler mon matériel ou ce genre de choses. Je sais que ça arrive, hein, malheureusement. Un petit jeu où on se les envoie pour embêter la personne. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai toujours eu beaucoup de bienveillance. Après, scolairement parlant, j'étais une très bonne élève, donc du coup, j'avais les profs dans la poche. Ça aide, malheureusement. Ah, d'accord. Voilà. Donc non, pour ça, j'ai jamais eu de soucis. Après, mes camarades, ça leur arrivait de me poser des questions, mais en réalité, j'avais une manière de le vivre Ouais. tellement personnelle et ça n'impactait pas les autres. Même quand je devais me resucrer, moi, j'ai jamais demandé de l'aide ou ce genre de choses. Donc en fait, c'était assez facile pour eux de l'oublier. C'est vraiment quelque chose que je vivais en solitaire. J'avais juste besoin que le professeur le sache pour pas Ouais. qu'il attire l'attention sur moi si je devais me resucrer ou sortir ou ce genre de choses. D'accord, c'est vraiment intéressant. C'est la première fois que j'entends ça, que voilà, tu exposes quelque part la chose et en même temps, tu éduques aussi les gens autour de toi en faisant cet exposé, en présentant la chose. Et par rapport à ça, est-ce que toi, tu dirais que dans cette situation-là, enfin, d'une manière générale, est-ce que le diabète est un handicap, en tout cas, quand on est encore un petit peu enfant, comme ça? Est-ce que ça peut être considéré vraiment comme un handicap? C'est une vraie question que je te pose, qui n'a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais vraiment plutôt ton ressenti à toi par rapport à ça. En fait, ça dépend si vous avez ma maman ou pas. Si vous Ah, avez ma maman, vous on n'avez est aucun tous un handicap. moment de Gisèle en tant que maman. Très Mais bien. en On donnera réalité, ses coordonnées. On va les mettre juste en dessous en description, du coup. Si vous voulez la contacter, n'hésitez pas. Vous venez de la part elle de fait des Gisèle. conférences dans le monde entier. Non, en fait, c'est très compliqué parce que un goûter d'anniversaire, comment est-ce qu'on le gère? Est-ce qu'on laisse son enfant dormir chez les autres copains comme on le ferait avec un enfant qui Oui. a pas de diabète? Ce genre de choses, en fait, malheureusement, on n'a pas toujours des parents, enfin, les miens, pas les miens, mais je veux dire les parents des autres élèves. Si par exemple on fait un goûter d'anniversaire ou qu'on va dormir chez quelqu'un, ces Ouais. gens-là, on ne peut pas forcément compter sur eux. Et quelque part, c'est pas leur boulot non plus. Donc du coup, je me souviens pas trop. Je pense que j'ai pas trop dormi chez mes amis, mais après j'ai toujours été, sans parler du diabète, j'ai toujours été un peu différente des autres. Donc j'ai jamais eu 45 000 amis. Donc, du D'accord, coup, ok. c'était plus facile pour ma mère à gérer parce que j'en avais deux, trois grand max. Et puis, du coup, c'était plutôt eux qui venaient à la maison de ce dont je me souviens. Mais pour moi, oui, il y a vraiment quelque chose qui est compliqué à gérer. Après, c'est que de l'organisation, de la logistique et du courage, hein. Mais oui, moi, je pense que c'est pas du tout quelque chose qu'il faut prendre à la légère parce que c'est vrai que ça touche énormément de choses. En plus, moi, à l'époque où je mangeais la même chose à la même heure, si elle me laisse chez une amie et que je décide de me faire des pains au lait avec du Nutella, je reviens, je suis toute blanche, hein. Ah, bah, non, ouais, bah, Donc non, non, c'était pas facile. Et puis après, en grandissant, il y a eu le sport aussi. Et je me souviens que moi, j'ai choisi, en fait, on avait le droit à deux activités, ok. euh, culturelles ou sportives. Alors nous, dans ma famille, on a tous choisi le sport, mais on avait le choix. Et moi, j'ai choisi l'équitation comme ma grande sœur et la gymnastique. D'accord. Et du coup, gymnastique à Agré, j'en ai fait de 6 à 14 ans. Et je faisais des compétitions. Alors, j'ai jamais dépassé les départementales, mais je faisais beaucoup de compétitions quand même. Et en fait, au bout d'un moment, ça a été un souci parce que mes parents, genre quand j'avais 10 ans, cette période-là, c'était un peu inquiétant de me laisser partir un week-end entier en compétition avec l'adrénaline, le sport, etc. Et en fait, les parents, ils pouvaient pas s'incruster comme ça, pas dans mon club en tout Normal. et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, mes parents? Parce qu'ils se sont dit, ah non, on va pas lui dire de pas partir en compétition, c'est impossible. Ma mère, elle a bloqué cette possibilité directe. Donc, du coup, ils sont devenus juges de compétition. Donc, mes parents, ils ont dit, allez, on va se former. Ils ont passé la certif officielle pour devenir juge. Alors, c'est horrible, hein, ils sont sur une table, ils font des sigles, ils jugent les gymnastes, c'est du Ouais. chinois, le truc. Et moi, à l'époque, j'avais pas compris. Je me suis dit, tiens, ils s'intéressent à la gymnastique, c'est marrant. En fait, c'était pas marrant du tout. Et ils ont passé tous les deux, et du coup, ils étaient avec moi sur toutes les compétitions. Et je trouve que c'est quand même un immense cadeau, quoi. Ils se sont dit, ok, on a besoin d'être là, on peut pas être là, et ben on va s'arranger pour être indispensable à cette compète, et paf, ils sont devenus juges. Et je trouve ça incroyable. Mais là, ouais, là, Gisèle, tu es en train de faire une grosse dédicace et tu es en train de mettre en lumière le travail. Tu vois, on est sur Instagram, on est un peu sur les réseaux et tout. Et moi, lorsque j'ai commencé à comprendre, hein, il y a quelques années, qu'il y avait des enfants qui étaient diabétiques, tu vois, parce que
Ah, moi, je le suis pas depuis que je suis petit. Depuis quelques années, quand j'ai appris que voilà, il y avait des enfants diabétiques, je vois le rôle des parents. Et là, voilà, franchement, ton témoignage permet aussi de mettre en lumière le rôle prépondérant, pour utiliser des superbes mots, le rôle majeur qu'ont les parents, quoi. Parce que sans eux, effectivement, l'enfant, il peut être un petit peu perdu parce qu'ils absorbent ce choc-là. Et derrière, tu nous le dis aussi, tu nous montres, ils s'impliquent dans la vie de l'enfant. À la base, ils ne calculaient pas l'équitation, ça se trouve, et ils se mettent dedans. Enfin, juste pour que l'enfant, et entre guillemets, se dise bah non, bah, tout va bien, la vie continue son cours. Et c'est juste, franchement, les parents, Ah là, oui, complet, hein. les parents, bravo à vous, Dans Marie. mon équipe, ils se demandaient pourquoi leurs parents, ils étaient pas juges, hein. Ouais, non, mais attends, mais ouais, non, c'est clair. Non, C'est, non, il y a un vrai travail derrière. Et moi, je pense qu'il y a un rôle très important des parents parce que c'est eux qui vont déterminer une grosse partie de la manière dont on vit notre diabète. Et moi, je ne l'ai jamais vécu comme une maladie, un handicap. Je me sentais pas malade. Pour moi, ça faisait vraiment partie de moi. Des fois, c'était un peu galère. Il fallait toujours être plus patient, plus créatif pour obtenir les choses. Mais j'ai pas du tout ce rapport-là à la maladie, quoi. Et ça c'est clairement grâce à ma mère, hein. franchement, ouais, top, hein. C'est vraiment très intéressant ce que tu nous partages là. Et ça a le mérite d'être dit et le mérite d'être su. Donc, vraiment, encore un grand bravo aux parents qui s'impliquent. Tous les parents s'impliquent, mais aux parents qui apportent un vrai plus pour leurs enfants. Ouais, c'est vraiment top. Du coup, toi, tout à l'heure, tu me parlais de sport. Donc, tu me parlais d'équitation. Mais Madame Gisèle, j'ai une question aujourd'hui. Je ne suis pas très content. J'ai regardé un petit peu vos réseaux. J'ai appris qu'aujourd'hui, vous faisiez du Muay Thai. Du Muay Thai. Mais vous vous rendez compte que vous êtes diabétique? Et... Non, 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 ne rigolez pas. Il y a des gens qui faisaient du parachutisme, je suis partie du principe qu'on pouvait tout faire, hein. Non, le Muay Thai, du coup, c'est de la boxe thaïlandaise et Ouais, j'ai découvert ça il y a 2 ans. Et vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Ça ouais, faisait longtemps que j'avais envie de faire un sport de combat parce que je trouve ça méga classe. Et dans la symbolique, je me suis dit que ça allait m'aider à m'affirmer, à avoir plus de présence et à prendre confiance en moi. Bon, pari oui. réussi, hein, ça m'a vraiment boosté. Et en plus, enfin, je trouve ça trop classe. Vraiment, c'est super intéressant. Après, moi, je suis dans un club loisir, hein, donc on n'est pas là pour se défigurer et s'arracher mes Oui, mais c'est vraiment super. Et en fait, j'étais dans un forum des associations. Je voulais même pas commencer vraiment un sport. J'accompagnais une pote et ouais. je vois ce stand avec ce gars avec son petit short de Muay Thai. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et du coup, j'ai fait un cours d'essai et en fait, c'est génial parce que du coup, j'ai gardé une certaine souplesse de mon passé de gymnaste, de petite Ouais. gymnaste. Et du coup, je suis assez bonne sur certains mouvements, notamment en jambes. Et c'est un sport qui est très cardio parce que la première partie, c'est vraiment du cardio training en fait au niveau de l'échauffement. Oui, oui. Donc du coup, la glycémie, si l'échauffement il est vraiment vénère, elle va descendre en flèche. Sinon, ça se stabilise assez bien si j'ai fait des choses avant pour que ça se passe bien. Et ensuite, il y a les combats. Du coup, les combats, c'est adrénaline 10 puissance 10 000. Donc là, moi, je fais des très, très, très grosses hyper. Mais les hyper d'adrénaline chez moi, elles durent jamais longtemps. Donc après, ça fait des hypos en cascade. Et Ouais. moi, ça peut me faire des hypoglycémies jusqu'à 2-3 jours après l'effort. Ah Donc, oui, quand même. clairement, tout ce que j'ai fait, et pourtant, j'ai fait des Spartan Race, hein, c'est des espèces de parcours du combattant. Ouais. De tout ce que j'ai fait comme sport, c'est le pire à gérer, la boxe. Mais Et après, ouais. Il y a la transpiration, donc du coup, il y a tout le matériel qui glisse, qui s'en va, ouais, qui tient pas. C'est un sport de contact, donc voilà, j'ai traumatisé un camarade qui m'a envoyé un middle kick et qui s'est pris dans ma tubulure et qui a arraché ma pompe et depuis, il veut plus tourner avec moi. Ma pompe va bien. mais c'est ce que tu nous dis là quand même, c'est faut que les gens ils le comprennent et en tout cas qu'ils l'entendent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une jeune femme qui a une pathologie et qui nous dit bah, qu'il ne faut pas marcher forcément 15 minutes par jour ou faire 10 000 pas par jour ou je ne sais quoi, qui fait quand même un sport de contact où on sort parfois avec des bleus, ok, où on sort avec des ouvertures et pourtant, bah, voilà quoi, tu y vas et qu'est-ce que
enfin voilà, les gens qui nous écoutent et qui aimeraient faire ce type de sport, de contact ou même de préhension, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Comment tu as abordé les choses? Parce qu'à l'école, tu nous as expliqué que bah, tu as fait un exposé. J'imagine que tu n'as pas posé tes gants et là, tu as dit, bon, écoutez-moi, je suis diabétique, donc il ne faut pas me taper là, 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 là. Comment ça s'est passé le début, Gisèle? Là, je vais pas être un exemple. Je n'ai pas fait d'exposé et je peux pas expliquer pourquoi, mais je ne supporte pas l'idée que la personne fasse attention parce que j'ai du matériel. Du coup, je passe mon temps, je ne l'ai dit à personne, les gens s'en rendent compte au fur et à mesure parce qu'au début, j'avais la pompe patch. Donc, du coup, le truc, on dirait un œuf coupé en tranches, il se voit quand je le porte. Et j'avais pas encore trouvé toutes les astuces que j'ai aujourd'hui pour cacher mon matériel et le protéger. Et du coup, bah, ils le voyaient, il y en a qui me posaient des questions, il y en a qui posaient pas de questions, mais qui ont compris que c'était médical. Parce que bon, là, je mettais pas les petites coques à paillettes de Virginie du jardin d'Aubépine pour faire de la boxe, pour qu'ils comprennent que c'était un truc médical. Et du coup, je passais mon temps à leur dire, c'est pas ta responsabilité. Toi, tu fais ton taf, c'est mon matos, je me débrouille, je gère. Et il s'en va, je le remplace. Et je pense pas, enfin, mon coach, par exemple, me passait son temps à me dire, ne fais pas ça. Tu leur dis, ils tapent moins fort, ils tapent pas à cet endroit-là, c'est tout à fait normal, pourquoi tu leur dis pas? Et en fait, je peux pas l'expliquer, mais je supporte pas l'idée de pas être traité comme les autres. Donc, du coup, je n'ai pas du tout fait d'exposé. Après, je sais très bien que les gens, ils font attention quand même quand ils le voient. Oui. Et maintenant que j'ai une nouvelle technique et je le mets plutôt au niveau de la poitrine. Et en fait, j'ai une brassière avec des coques intégrées. Donc, du coup, bah, ça cache tout et surtout, ça protège. Et maintenant, je sais qu'il y en a plein qui ont oublié, surtout en plein combat. Même la personne, elle nous dit, ah, je me suis pété le coude la semaine dernière, on va faire un peu doucement. En plein combat, on est en mode survie, on oublie que le gars, il a mal au coude. Donc, Attends, excuse-moi, j'ai fait une petite. Ah, excusez-moi, en pleine vidéo, j'ai fait une petite manipulation technique parce que je voulais mettre en fait le visage de Gisèle en avant et puis bon, ça a bugué. Bon, pas grave. mais tu voulais que je me taise, ça a marché. Donc du coup, les gens ils ont pas eu d'appréhension avec ça en fait, de se dire bon bah non. Et c'est bien parce que quelque part, toi tu as dit bah allez-y quoi, pas de pitié, pas de quartier, allez-y en gros, on y va pleinement. Et Voilà. Quand je l'ai sur le bras, je ne veux pas me mentir, hein, il n'y a personne qui me tape exactement à cet endroit-là parce que voilà, c'est normal de faire un peu attention quand on le voit. En fait, quand c'est visuel, c'est plus facile pour les gens de faire attention. Et c'est normal, enfin, ça ne manquerait plus que ça qu'il y ait des gens qui disent allez, je vise le capteur. Mais c'est vrai que j'ai pas demandé de traitement de faveur. Mais après, pour reprendre sur ce que tu as dit, je pense que moi, personnellement, la boxe, ça m'apporte un épanouissement personnel qui est beaucoup plus important que les galères que je dois gérer. Et donc, du coup, le calcul a été très rapide dans ma tête. Je me suis dit, ça me rend trop heureuse pour que je le lâche. Et si c'est le cas bah, d'autres personnes, bah, faut vous dire que si ça vous rend vraiment heureux, il faut le faire. Il faut trouver des solutions, mais il faut le faire. Il faut oser chercher, expérimenter et s'accrocher. Et puis si vous vous rendez compte que ça vous apporte plus de malheur et de peine, et ben vous changez de sport. Mais si vraiment vous sentez que c'est une passion, il faut vous accrocher parce qu'il y a toujours des solutions. Vraiment, on peut toujours trouver. Moi, si ça n'avait pas marché, bah, peut-être je serais allée jusqu'à demander aux gens d'y aller un petit peu plus doucement ou de tourner avec des personnes qui ont plus d'expérience pour qu'ils soient plus précis. Enfin, après, on s'adapte avec ce qu'on reçoit, quoi. Mais je pense que c'est vraiment important d'aller au bout et de se donner une chance bah, de faire ce qu'on aime, en fait. Moi, c'est vraiment devenu une passion. La boxe, je fais aussi des coachings privés en plus des cours communs. Les coachings privés, c'est trop bien parce que du coup, je reçois pas de coups, c'est moi qui tape dans les PAO. ah, pas mal ça. C'est vachement bien. Du coup, quand je fais les PAO, ça m'arrive de laisser mon matos à des endroits où je sais que c'est fragile pour les cours communs parce que je sais que je vais rien recevoir. J'aime bien les coachings privés. Mais du coup, les cours communs, c'est vrai que c'est plus difficile à gérer par rapport à ça. Et même la transpiration en été, donc moi, dans le sud de la France, dans un gymnase où on est 40 à transpirer et à respirer, Oui. vraiment, il y a des fois, j'y arrive pas. À chaque fois que j'y vais, mon capteur, il glisse et il s'en va. J'ai essayé les patchs, j'ai essayé de mettre des bandages et tout. Enfin, des fois, c'est vraiment galère et on se sent en colère. Mais au final, on finit toujours par trouver des solutions. Et enfin, moi, je regrette vraiment pas. Ça m'apporte tellement de joie et puis une certaine fierté aussi de se dire, bah, j'ai choisi un truc galère, mais en fait, ça m'a tellement plu, je me suis accrochée, j'ai trouvé des solutions et j'ai vaincu, quoi. Bah, non mais clairement, hein, dans ce que tu dis, Gisèle, pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent,
Le sport, c'est un médicament. Le sport, c'est un vrai médicament. C'est encore plus puissant que l'insuline parce que ça libère des choses dans le corps qui sont juste extraordinaires. Et au-delà du fait que le sport soit un médicament, tu le dis, faites quelque chose qui vous plaît. Si j'avais fait un post là-dessus, j'avais dit que si le cardiologue il vous dit il faut que vous marchiez, il faut que vous alliez courir, si vous aimez pas ça, ne le faites pas. Attention, on est d'accord, Gisèle, faites quelque chose. Ne restez pas dans le canapé à regarder Cyril Hanouna ou quoi que ce soit. Non, bien évidemment, faites quelque chose qui vous plaît. Danser, je sais pas, peu importe, quelque chose qui vous plaît, parce que quelque chose qui vous plaît, vous allez le faire automatiquement. Et vous voyez le sourire de Gisèle, quand elle parle de Muay Thai, bah, c'est un plaisir, c'est même pas une contrainte. Elle oublie les petits à côté qui peut y avoir, la transpiration, ça peut se décoller un peu, je peux prendre un coup là. Non, elle y va parce que ça lui fait plaisir et ça aide à progresser, et ça ouvre, ça. Quel mot je pourrais utiliser encore par rapport au sport? C'est juste génial. Non, mais je pense que le mot passion, il est important. Moi, je fais partie des gens qui ont essayé un jour d'aller dans une salle de sport et qui ont payé un abonnement annuel et j'y suis allée 3 fois. Pour moi, ça, c'est pas drôle. Il y a des gens qui aiment, tant mieux. Mais ceux qui sont comme moi, bah, trouvez-vous un sport qui soit ludique. Moi, la boxe, le cardio training, par exemple, l'échauffement du début, mais je le ferai jamais toute seule. Ce qui est marrant, c'est d'avoir tout le monde, c'est d'avoir la musique. En plus, ils nous mettent la musique traditionnelle, ça rend fou ce truc. Et c'est vachement sympa et on sait qu'après il y a la technique, après il y a les combats, enfin tout ça c'est super intéressant. Alors que franchement, faire du vélo elliptique pendant 15 minutes, mais moi je survis pas à ça, hein. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, il faut que ça soit ludique et il faut pas non plus que ça soit trop dur entre guillemets parce que je suis pas là pour souffrir en fait. Oui, faut qu'il y ait un équilibre et c'est encore une fois, merci de nous le rappeler, c'est un facteur de cohésion, cohésion sociale, de aussi, bah, je vais le dire, ça va vous paraître bizarre, hein, je pense, mais de se faire aussi des amis. Tu sais, on n'est pas là avec une pancarte cherche amitié à tout prix, mais le fait d'être dans un groupe qui n'est pas forcément un groupe où il y a des personnes qui ont des pathologies, mais ça te permet de, voilà, de s'intégrer, de voir d'autres personnes, de s'ouvrir un petit peu. Si je pense que tu dois avoir parfois, tu as des coups de mou, comme nous tous, dans le diabète, mais en fait, mais ce truc-là, en vrai, ça me saoule. Oui, ça me saoule. Eh ben, les jours comme ça, bah, tu prends ton sac, tu vas à l'entraînement. Après l'entraînement, vu que ça te lave, tu reviens, t'es revigoré. C'est Et encore mieux s'il y a quelqu'un qui a raconté qu'il avait une journée encore plus pourrie que la tienne. Alors là, c'est le must. ah bah Là, on oui, dit oui, vraiment, clairement. moi, ça va. Ah non non, clairement. Donc faites du Non, sport et et euh, et du coup tu fais quoi à côté du Muay Thai? Est-ce qu'il y a autre chose que oui, tu oui, fais oui, en je fais d'autres choses. Alors juste, parce que je rebondis sur un truc que tu as dit, c'est que moi, j'en ai tellement parlé de mon cours de boxe et de mes coachings privés que finalement, il y a beaucoup de diabétiques dans mon club. On est 3, attention. C'est dommage qu'il n'y ait pas une certif particulière. Et il y en a aussi qui font des coachings privés et qui sont venus bah, de par mon blog. Et je trouve ça super d'avoir réussi à les encourager. Alors peut-être qu'ils l'auraient fait sans moi aussi, mais du coup, je trouve ça super drôle. Donc des fois, quand je suis en cours commun, et je me retourne vers les autres et je me dis, est-ce qu'eux aussi, ils ont le capteur qui s'en va? Parce que là, il fait vraiment très très chaud. Et puis, je les vois tapoter avec leurs serviettes pour essayer de le faire tenir. Je trouve ça super. Moi, ça m'amuse beaucoup d'avoir d'autres diabétiques dans mon cours. c'est ça qui est super parce que chacun à notre niveau, on s'en parlait en off, on a quelque chose à apporter, on a quelque chose à donner, à se faire en cadeau à nous-mêmes et aussi à donner aux autres, à inspirer les autres parce que si tu as, des personnes qui sont diabétiques qui sont venues dans ton cours, bah, c'est juste génial parce qu'après, ça fait effet boule de neige aussi, tu vois, parce que ces personnes-là connaissent d'autres personnes que toi, tu connais pas forcément qui vont inciter aussi à venir. Et voilà, ça va un peu casser ces croyances-là de ouais, voilà, je suis diabétique, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Non, la seule limite, c'est le corps, la possibilité, les facultés et aussi après l'esprit derrière. Euh, moi, je trouve ça super, cette inspiration de dire aux gens, voilà, venez tester, essayez, voilà, essayez. Si c'est bien pour vous, ok. Si c'est pas bien, bah,
je sais pas, faites de la couture, c'est pas un sport, mais faites, je sais pas, Ah, ça dépend, hein, quelle intensité. tiens, apparemment, c'est super bon pour, tu sais, bon, on transpire pas beaucoup, mais c'est bien pour la dextérité des niveaux des doigts et tout. Ça m'étonne pas, ça m'étonne C'est, pas. Et c'est pas mal du tout. moi, ce que ça m'a apporté aussi de pouvoir partager ces cours avec d'autres diabétiques, c'est augmenter ma bienveillance. Comme j'expliquais, je voulais pas qu'on me traite différemment et je veux pas porter ma maladie en fait pendant le cours. Je veux pas qu'on dise ah oui, elle c'est la diabétique. Non, je préfère qu'ils m'appellent autrement par une autre caractéristique. J'aime pas trop ça. Et en fait, par exemple, ça m'arrive assez rarement, mais quand je fais une hypoglycémie pendant le cours, pour moi c'est horrible. C'est horrible parce que du coup, ils font par exemple, c'est souvent l'échauffement quand tout à coup ils se disent allez, on va faire 15 minutes de montée de genoux. Alors là, je sais que c'est mort. Et là, bah, du coup, je suis obligée de m'arrêter. Et en fait, je le vis comme un énorme échec. Et je m'insulte mentalement et je déteste ça. Et en plus, je me sens honteuse par rapport aux autres. Alors, je suis obligée, des fois, je surjoue en montrant que je suis en train de me resucrer pour qu'ils comprennent que j'ai pas abandonné parce que je suis fatiguée, mais parce que j'ai un problème de santé. Je pense que j'ai un gros ego. Et en fait, le fait d'en avoir d'autres, bah, je me suis rendu compte que eux, quand ils s'arrêtent, ça leur arrive assez rarement aussi, mais quand ils s'arrêtent et qu'ils font une hypoglycémie, je n'ai que de la bienveillance à leur égard. Je ne me dis pas, ah, est-ce qu'elle est fatiguée? Est-ce qu'elle s'est arrêtée parce qu'elle a la flemme? Non, je la vois et je me dis, ah, si ça se trouve, la pauvre, elle fait une hypo, elle va devoir attendre 15 minutes, c'est pas sûr qu'elle puisse reprendre le cours. Enfin, j'ai que de l'amour, en fait. Et du coup, je me dis, mais pourquoi moi, je réagis comme ça pour moi? Alors que quand je la vois, j'ai que de l'empathie, en fait. Et ça m'a vachement aidé à me calmer quand moi je suis en échec. Je sais qu'en fait, c'était évident, mais il n'y a personne qui me juge. Et ça, je trouve ça important aussi parce que toute seule, je suis pas sûre d'avoir réussi à cheminer jusque-là. Ouais. Ça y est, il y a un gros côté mental hein, que tu dis et tu refuses vraiment ce côté de cataloguer comme quelqu'un avec un handicap, une difficulté. Voilà, tu vas être vraiment considéré comme les autres et les arts martiaux, les sports de combat renforcent encore plus ce côté-là et c'est juste génial, quoi. On est au-delà de l'acceptation. C'est un mindset vraiment, un état d'esprit qui est assez, qui est assez intéressant. Et tu parlais enfin, moi, je te parlais de croyances qu'on peut avoir. Je te disais, pour t'embêter un petit peu, mais tu fais du Muay Thai, mais c'est n'importe quoi. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de croyances sur le diabète. Il y a cette maladie-là, je parlais avec un médecin qui est vraiment multiple en fait. Elle a beaucoup de visages. D'où viennent ces croyances? Parce que je pense qu'aujourd'hui, toi, tu as mis sur ton blog, tu peux nous parler un petit peu de ton blog par rapport à toutes ces croyances-là. Qu'est-ce qui nous apporte ton blog et sur quoi tu travailles dessus justement? Moi, ce blog, à la base, je l'ai créé, enfin, ça a commencé par une page Facebook et je voulais rencontrer des personnes qui vivaient le diabète comme moi. Parce que le peu de diabétiques que je rencontrais, c'était en hôpital, quand je faisais des stages d'insumothérapie fonctionnelle ou ce genre de choses. Et ça me mettait en colère parce que c'était des personnes qui ne vivaient pas le diabète comme moi et il y a des choses qui ne me plaisaient pas. Et j'avais vraiment besoin de trouver un écho à ma manière de vivre le diabète parce que, comme beaucoup, je me sentais un peu seule en fait. Et j'étais pas parfaite et il y avait plein de choses que je pouvais améliorer au contact d'autres et je ne trouvais pas ces autres. Donc du coup, ça a commencé comme ça. Et en fait, à la base, je voulais vraiment militer pour la différence entre le type 1 et le type 2 et éduquer les gens sur le fait que le type 1, c'était une maladie auto-immune et que c'était complètement indépendant de mon hygiène de vie alimentaire. Et il y a beaucoup de culpabilisation par rapport à tout ça et c'est très désagréable au quotidien, qu'on soit enfant, adulte ou parent d'un enfant diabétique, d'entendre constamment que c'est parce qu'on a mangé du sucre quand on était petit, que ça on devrait pas manger, que ça on devrait pas faire, alors que c'est des gens qui n'y connaissent rien et qui sont pourtant très intrusifs et très jugeants. Et du coup, j'ai commencé par des infographies explicatives. Du coup, comme je suis graphiste, je me suis dit on va mettre un peu des couleurs et casser les codes du diabète parce que en 2016, il n'y avait pas grand-chose sur les réseaux, contrairement à aujourd'hui. Ouais. On tapait diabète, on avait un peu peur, quoi. Alors, du coup, je voulais vraiment faire ça déjà esthétiquement parlant, vraiment donner envie aux gens de lire et de regarder mes illustrations et puis après de pouvoir les partager, discuter. Et en fait, petit à petit, il y a une communauté parce qu'en fait, il y a des gens comme moi qui attendaient que ça et du coup qui ont sauté sur l'occasion pour rentrer en contact, s'envoyer des messages en commentaire, etc. Et ça a créé une communauté. Et en fait, rapidement, j'ai un peu lâché
ce combat de différence entre type 1 et type 2 pour davantage parler en fait de ce qu'on ressent de notre quotidien sur la gestion du sport, sur comment ça peut changer la dynamique familiale quand on est en couple, au boulot, etc. Enfin, en fait, le diabète, ça touche tellement d'aspects dans notre vie. Et l'aspect psychologique, alors ça va mieux depuis ces dernières décennies, mais avant était complètement ignoré, alors que finalement ça change toute une vie et c'est très important d'en parler et de pouvoir s'épancher dessus. Et du coup, donc La Belle et le Diabète aujourd'hui, c'est donc un Facebook, un Instagram, mais c'est surtout un blog en fait sur lequel j'écris des articles. Alors il y a des articles informatifs avec les sorties de matériel, les actualités, etc. Mais c'est surtout des sujets qui me tiennent à cœur, le rapport à la peau, oser expérimenter des choses dans le diabète, ce sentiment d'être seul finalement pour le gérer parce que le diabétologue, on le voit qu'une fois tous les 3 mois. Enfin, toutes ces thématiques-là qui nous parlent à tous. Alors après, on peut vivre les choses différemment, mais généralement, quand on lit ce genre d'article, on se rend compte que les gens, ils disent tous la même chose parce qu'on a tous des diabètes différents, mais on vit un peu le même quotidien. Clairement, et merci à toi pour ce blog. Je l'ai même pas. Je suis un piètre présentateur. Le blog s'appelle La Belle et le Diabète. Voilà, comme ça, c'est bien dit. On en discutait un petit peu sur ce que tu viens de dire aussi sur la guerre. On va appeler ça la guerre. Le endgame entre les DT1 et les DT2. D'où nous vient cette guerre? Parce que on en a parlé en off et j'avais vu une publication comme quoi il y en a qui disaient oui, mais moi c'est ça, moi c'est moins grave, toi c'est parce que ça. D'où ça nous vient ça? Pourquoi ce combat? Et tu m'avais dit quelque chose en off de très très intéressant là-dessus. Ah, je sais pas si je vais pouvoir le ressortir. Hein. Non, je vais t'aider. Je vais t'aider un petit peu. Tu me disais qu'il n'y avait pas. Enfin, on devrait peut-être pas appeler ça de la même manière, en fait. On ne devrait pas dire DT1 et DT2 pour vraiment essayer de dissocier un petit peu la pathologie. En fait, je pense que le problème de désinformation et puis tous ces jugements, ça vient simplement des médias parce que le rôle des médias est très important pour la sensibilisation et puis la culture sur une maladie. Et en fait, le fait de l'appeler diabète alors qu'il n'y a vraiment pas grand-chose en commun, c'est très compliqué pour la compréhension. En plus, les diabétiques de type 1, ils sont que 10%. Donc, des fois, j'ai presque envie de leur dire, je vous comprends. 10%, forcément, ils entendent 90%. Et même par rapport aux diabétiques de type 2, on est sur un rôle des médias qui est terrifiant parce que quand les gens ils entendent diabète, ils voient des personnes âgées, obèses, qui méritent ce qui leur arrive et qui ont qu'à manger de la salade et faire du sport. Et c'est horrible et c'est tellement faux. Et bon, déjà, rien que pour le diabète de type 2, les pauvres, ils prennent super cher alors que c'est pas du tout la réalité. Et en plus de ça, du coup, les types 1, eux, sont amalgamés dans le diabète de manière générale, alors que nous, c'est une maladie auto-immune. Vraiment, il n'y a personne qui est diabétique de type 1 parce qu'il a mangé de la barbe à papa quand il était jeune. Pour le coup, ça n'existe pas. Elle a dit de la barbe à papa. Enfin, on a souvent dit à ma mère, elle restait calme à chaque fois, vraiment, c'est une sainte, ma mère. Mais non, et du coup, je trouve que c'est vraiment dur parce que l'acceptation du diabète, il n'est pas facile. Il y a des jours où on est découragé, alors quand en plus on a des gens qui viennent nous raconter leur science, ou pire, nous dire ah mais tu devrais manger de la cannelle, hein, j'ai lu que ça guérissait le diabète. Franchement, on n'a pas besoin de ça, quoi. Et c'est bien que tu parles de la cannelle parce que je vais te poser une question qui est un petit peu sulfureuse. Et je ne mange pas de cannelle. D'accord, ok. Une question qui est un petit peu sulfureuse par rapport, on voit des pages, on voit des sites internet, la guérison du diabète. Là aussi, je pense que ton blog, La Belle et le Diabète, a un plus encore à apporter là-dessus, parce qu'on voit pas mal d'informations, prenez de la cannelle, prenez ceci, prenez cela, des feuilles de je sais pas quoi, des nanana, vous allez voir que votre diabète va totalement disparaître. J'avais vu une pub sur YouTube par rapport à ça. Qu'est-ce que toi, tu en penses de la guérison du diabète? C'est large hein, comme question. Qu'est-ce que tu en penses de la guérison d'une manière générale? Pour commencer, la guérison du diabète de type 1, moi, ça fait longtemps que je me suis résignée. C'est d'ailleurs une des seules maladies où les gens sont résignés parce qu'on a bien compris qu'il y avait tellement d'argent derrière
L'avenir, il est plus dans les boucles fermées, les systèmes où on va de moins en moins avoir à gérer nous-mêmes manuellement les réglages. Et on rêve de ça, mais on a arrêté de rêver de ne plus être diabétique de type 1. En revanche, tout ce qui est guérison du diabète, moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce que finalement, le diabète, ce n'est que le reflet de ce que l'humain a fait à son corps. Parce que quand on regarde ce qu'il faut faire pour vivre bien avec un diabète, même un diabète de type 1, enfin moi personnellement, je suis insulino-résistante, donc mon alimentation a un impact sur mon équilibre. C'est-à-dire que moi, même si je connais exactement les grammes de glucides de mon burger, ça va mal se passer si je mange un burger. Il y a des diabétiques, il n'y a aucun problème, ils font leur insuline, ça fonctionne. Bon, moi non. Donc du coup, je suis un petit peu plus sensible à tout ce qui est diabète de type 2 parce que j'ai des problématiques qui ressemblent. Et pour moi, la guérison du diabète de type 2, c'est presque revenir aux bases. Coucou, vous vous rappelez, vous êtes des êtres humains, donc ça serait bien de manger un peu des fibres, d'avoir une alimentation complète, équilibrée, variée, et puis de bouger un peu votre body, quoi. Et je trouve ça incroyable que finalement quelque chose d'aussi simple, ça aide beaucoup de personnes à aller mieux, voire carrément à faire disparaître la problématique du diabète de type 2. Et je trouve ça exceptionnel. Et je me dis, mais on est tellement loin de ce qu'il faudrait. Et les gens qui disent, ah non, mais moi je vais pas commencer à manger de la salade et à faire du sport, ils le vivent comme une contrainte et comme une agression, alors qu'en fait, c'est vraiment ce que tous les êtres humains devraient faire. C'est presque une injustice, finalement, que quand on ne le fasse pas, on ne soit pas tous diabétiques. Oui, ouais, on peut le voir comme ça, hein, effectivement. Et je rejoins ce que tu dis par rapport à une chose. Lorsque j'ai été en hospitalisation, l'infirmière, elle m'a dit quelque chose de super, super percutant. Je lui ai dit, ouais, mais madame, ça y est, c'est fini. Moi, je pourrais plus manger ceci, je pourrais plus manger cela. Moi, je suis type 1B, donc je suis vraiment l'hybride, quoi, entre les deux. Je lui ai dit, ouais, mais c'est galère et tout ça. Elle m'a dit, bah, vous savez, en fait, la manière dont vous devez manger, c'est comme ça que devrait manger 100% de la population. Cette phrase-là, elle m'est restée en tête. Ça m'a percuté, en fait. Ça m'a vraiment, vraiment percuté parce que, du coup, rien que ces mots-là m'ont, entre guillemets, réinclus dans la société, tu vois. Tu sais, j'étais plus loin, tout seul, mais ça m'a réinclus en disant non, mais c'est pas ça. C'est tout le monde devrait être comme ça. Il y a pas de diabétique et pas diabétique. Il y a une alimentation pour un être humain, pour que son corps soit fonctionnel et pour pouvoir durer le plus longtemps dans la vie, en fait. Donc, ça m'a beaucoup percuté. Et ce que tu dis par rapport à la guérison, ton message, il est fort, là, pour le coup. Hein, non, moi, je suis pas là pour rigoler. Hein. J'ai des idées très tranchées. Mais c'est bien, c'est ce qu'on veut, un discours de vérité et pas forcément, ouais, voilà, de la langue de bois. Tu dis que les choses comme tu les as pensées. Moi, je trouve ça intéressant. Ça va aider quelqu'un quelque part là qui nous regarde derrière son écran. Donc c'est vraiment top. C'est vraiment top. On arrive vers la fin de cette interview, cette discussion. J'aime pas trop appeler ça une interview parce que je suis pas un intervieweur. Non, c'est une discussion. On est plutôt dans une discussion. Et du coup, moi, je voudrais savoir un truc sur toi, Gisèle. J'ai pas osé te le demander, mais j'aimerais savoir un truc sur toi. Mais j'aimerais que tu me donnes une anecdote sur ton diabète, mais que tu n'as jamais dit dans ton blog, tu n'as jamais dit sur ta page Insta. Un truc qu'on est entre nous, un truc personnel. Entre Alors, nous, la bonne nouvelle, il n'y a personne qui m'entend. Et je me suis dit, il va pas vouloir que je lui ressorte une anecdote que j'ai déjà sortie. Donc, j'ai réfléchi et je vais sortir en restant sur la thématique de ma mère. Ok, non, mais oui. L'anecdote familiale qui fait honte à ma mère. Ah, d'accord. Ah, t'as dépassé le truc, c'est pas sur toi, c'est sur ta mère, en fait. D'accord, non, oui. C'est sur moi, mais du coup, c'est avec ça qu'on la traque. À chaque réunion de famille, elle y a droit. D'accord, ok. Alors, du coup, j'avais, je pense, 9 ans. Et c'était la grande fête. C'était samedi et on mangeait à Buffalo Grill. Ça arrivait pas souvent, donc quand ça arrivait, c'était vraiment la folie. Du coup, on arrive à Buffalo Grill, on s'installe. Donc, il y avait ma mère, mon père, mon grand frère et ma grande sœur. Et moi, bien entendu. Et donc, le serveur arrive et puis nous demande si on veut boire quelque chose. Et donc, du coup, mon père, il commence. Moi, je vais prendre un coca. Puis ma mère, moi, je vais prendre une limonade. Du coup, ma sœur, elle commence, ce qu'on fait toujours dans l'ordre chronologique de l'âge des personnes. C'est comme ça. Du coup, ma sœur, moi, je vais prendre un jus d'orange. Mon frère, moi aussi, je vais prendre un coca. Et là, moi, je me sens pousser des ailes. Je me dis, c'est le moment ou jamais. Et du coup, moi, je vais prendre l'occasion. Allons-y, c'est l'occasion, quoi. Et là, au moment où je prononce le mot Sprite, ma mère, qui a une espèce de panique réflexe, qui me fusille du regard et qui hurle dans le restaurant « Non, toi, tu prends de l'eau !»
Et là, le serveur qui se dit, mais c'est quoi cette famille? C'est horrible. Du coup, il note O. Et il s'en va, il ose rien dire. Et ma mère qui s'est décomposée, qui voulait qu'il revienne pour qu'elle puisse lui expliquer. Ah, c'est. Waouh! Pour moi, cette anecdote, elle est tellement criante parce que c'est vraiment la panique. C'est l'enfant a oublié qu'il était diabétique. Il faut surtout pas qu'il fasse une bêtise. Et du coup, elle a réagi vivement. Elle n'a pas contrôlé sa voix, elle n'a pas contrôlé l'émotion. Et bon, dans l'histoire, c'était juste magnifique. On va mettre ça vraiment sous le coup de ce que tu nous as dit dès le départ, vraiment de la protection. On sent une personne qui veut du bien pour son enfant, qui veut être là, présente, et quelque part, c'est un petit peu de la surprotection. Je ne sais pas si ce sprite-là t'aurait fait directement. Moi, oui, avec l'ancien traitement, clairement, c'était interdit. C'est là, je tue ma journée entière, en fait. C'était vraiment, on mangeait la même chose à la même heure et on faisait pas d'écart, ou alors sinon avec du sport. J'aime plus. Alors, attention à vous, si jamais vous avez le besoin ou bien l'idée d'aller au restaurant et que vous voudriez commander un Sprite, attention à vous. Peut-être que, je dis ça, je dis rien, vous m'avez compris, on s'est rien dit. Non, c'est des choses qui arrivent. Non, je dois revoir la scène, c'est quelque chose, quoi. Ouais, c'était dur. Hein. J'imagine. Et Gisèle, pour finir notre discussion. Aujourd'hui, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous. Moi, j'aimerais que tu laisses un message. Tu laisses un message à une personne là-bas, quelque part, je sais pas, qui est en prédiabète, qui est DT2 ou DT1, je sais pas. Quel message aujourd'hui tu pourrais dire à une personne qui vient d'apprendre aussi, qui vient d'apprendre qu'elle est diabétique? C'est les débuts, c'est les premières semaines. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire aujourd'hui, Gisèle? Moi, je pense que le plus important, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est de rester bienveillant envers soi-même. Le diabète, quel que soit le type, c'est quelque chose qui est quand même très violent, que ça soit physiquement ou psychologiquement, pour une personne qui vient d'avoir le diagnostic. Et il faut être son propre allié. Si en plus vous vous battez contre vous-même parce que vous vous en voulez, vous avez l'impression que c'est de votre faute, dès qu'il y a un truc que vous comprenez pas ou que vous ratez, vous vous insultez mentalement, c'est trop de violence, quoi. Et je pense que vraiment c'est important de garder cet équilibre-là en restant bienveillant envers soi-même, parce que des erreurs, des apprentissages, des galères, on en aura toujours. Et si on reste bienveillant envers soi-même, c'est quand même beaucoup plus agréable. C'est beau. Ça m'arrive de dire des choses. Non, c'est beau et c'est très vrai. Je peux que te rejoindre là-dessus. Vraiment, je trouve que oui, avoir de la bienveillance envers soi-même, ne pas s'auto-flageller, parce que si on fait ça, ça peut devenir vite vraiment vite compliqué. Merci beaucoup. Et merci pour ce partage, Gisèle. Merci à toi, vraiment. J'adore ce genre de vidéos. Je suis vraiment contente d'avoir pu faire partie de ce projet. Merci à toi. Et c'est pas fini. Il y a une petite surprise qui arrive très bientôt. On en parlera juste après. Je te dirai. Vous saurez pas. Voilà, vous saurez pas. Non, il y a quelque chose un autre truc qui arrive avec Gisèle que j'aimerais bien qu'on fasse. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Gisèle, du coup, pour les gens qui ont envie de... Mais tu nous as même pas montré ton t-shirt. Tu mets un t-shirt, tu ne me montres même pas. Voilà. Un Sulino génial. Et ce t-shirt, où est-ce qu'on peut le retrouver et où est-ce qu'on peut te retrouver, Gisèle? Alors, du coup, vous pouvez me retrouver sur La Belle et le Diabète. C'est une page Facebook. Ou La Belle et le Diabète. C'est une page Instagram. Ou sinon, mon blog, c'est aussi labelleetleddiabète.com. D'accord, je pense que... D'accord, ok. Le message est rentré, ça va. Et de toute façon, si ce n'est pas rentré... Ah oui, d'accord, d'accord, voilà. Il y a derrière aussi, si vous n'aviez pas vu, il y a le derrière du t-shirt aussi. Non, mais du coup, les petites illustrations que je fais comme ça, je les mets sur un site qui s'appelle Spreadshirt. C'est disponible, ça s'appelle La Boutique sur mon site internet.
Et en fait, moi, je vends mes designs et vous choisissez dans la boutique Spreadshirt si vous voulez ça sur un pin, un t-shirt, un sac, une casquette, etc. Du coup, moi, je trouve ça sympa parce que enfin, moi, j'aime bien le porter à la boxe. Ça me fait rire. Personne comprend rien, mais c'est pas grave. Non, voilà, c'est une marque personnelle. Moi, je trouve ça pas mal. Donc, de toute façon, on remettra la belle et le diabète en dessous dans les commentaires. Je pense que même si je le mets pas, je pense que vous l'avez retenu. On le mettra dans la description. Pardon, je dis les commentaires, on le mettra dans la description. Euh, merci beaucoup, Gisèle, pour ta disponibilité, ta bonne humeur, le plus que tu nous as apporté. Vraiment, ça rentrait dans le cadre de l'émission. Vraiment, là, aujourd'hui, je pense que quelqu'un, quelque part, a été impacté, guidé ou bien va même être transformé par rapport à ton expérience, ton vécu. Merci du temps que tu as pris pour nous et on se retrouve très, très, très bientôt. Merci vraiment, avec plaisir.